Je ne suis archi pas d'accord. Moi, ça fait 3 ans que je me le coltine. Bon, je me suis peut-être un peu chauffé. Sola a dit j'accuse, moi je dis je m'excuse. On peut être gonchier sur le podcast ou pas? C'est rajouter une cerise sur un tas de merde, mais ça fait pas un clafoutis. Il a pas sélectionné un quarterback, il a pris un manager de chez Burger King. Il n'a pas de charisme du tout. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On se retrouve pour faire la première preview avec 2 chiffres, puisque c'est la semaine 10, ça y est, on y est. Et pour ça, je suis avec PA. Salut PA, comment tu vas? Salut Alex, bonjour à toutes et à tous. Ça va très très bien. On a passé cette trade deadline à rester devant Twitter jusqu'à 22h, 22h30. Puis maintenant, on va réattaquer le vif du sujet. Exactement. Et on en a fait un épisode qui est sorti hier avec PA. Du coup, on enregistre la preview dans la foulée, pour le coup, de cet épisode. Chut, dévoile pas les secrets. On dévoile les secrets. Et donc, n'hésitez pas à aller écouter ça, où on parle de tous les moves qui ont eu lieu lors de la trade deadline. Donc, si vous avez la moindre question, on n'en parlera pas dans cet épisode. On parlera un peu de la trade deadline, mais pas sous le prisme de qui a fait des bons moves, mais plus dans l'autre sens. Donc, si vous avez envie d'aller voir ce qui s'est passé et nos réactions avec PA, ce sera dessus. Ce sera sur l'épisode précédent et également sur le Discord, puisqu'on en a beaucoup parlé. Le Discord était en feu dans la nuit de mardi à mercredi. Et donc, voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre, à vous abonner partout avec le Front Office. Et ce soir, on sera en live pour une Game Zone avec Aptine des Fantasy Ballers, GG, Joe du Foot US de A à Z et Stéphane, un de nos abonnés, qui vient faire avec nous. Et ce sera très cool. Et un autre live vendredi sur Twitch et YouTube également avec les trophées de mi-saison. Tu seras avec nous, PA, ou c'est aussi l'anniversaire de ta femme? Non, moi je serai avec vous. Même si ça avait été l'anniversaire de ma femme. Très bien. Oui, toi, t'es investi. Exactement. Tu ne nous cherches pas des raisons bidons. Les priorités. Exactement. Allez, PA, on va enchaîner directement avec le rewind du Monday Night Football, puisque les Cardinals se déplaçaient sur la pelouse des Cowboys, qui ont perdu, les Cowboys, 27-17. Les Cardinals qui passent en 3-5, les Cowboys qui passent en 3-5-1. Et si vous écoutez l'enfer du dimanche, les Cowboys sont maintenant la pire équipe de la NFL, puisque les Titans avaient battu les Cardinals, qui étaient la pire équipe au début de saison. Et donc maintenant, les Cowboys viennent de perdre face aux Cardinals. Donc ils prennent le titre honorifique de pire équipe de la ligue. Voilà, avec un Jacoby Brissett qui a mené les Cardinals à la victoire. Mais c'est pas la seule chose qui a mené les Cardinals à la victoire, selon toi. Non, offensivement, ça a très bien fonctionné du côté des Cardinals, mais j'ai trouvé, moi, la défense extrêmement impressionnante. Ils ont mis une pression constante à Dak Prescott. On sait, la O-line des Cowboys, elle est un petit peu touchée et aussi très jeune. Et je pense que ça a joué sur ce match quand tu rencontres des Calais Campbell qui a 37 ou 38 ans, des Josh Sweat qui ont la trentaine également. Ça a pu faire la différence un petit peu sur ce match-là. Et j'ai trouvé ça extrêmement rassurant du côté des Cardinals qui, malheureusement, ont eu effectivement 5 défaites, mais pour beaucoup, ça s'est joué à rien, à des field goals, voire moins. Et là, ils se sont un petit peu rassurés. Alors, rassurés défensivement, je ne sais pas s'ils sont rassurés offensivement parce que se pose la réelle question de Kyler Murray et de son retour. Parce que, effectivement, tu l'as évoqué, Jacoby Brissett, lui, en revanche, il prend ses snaps, il prend ce qu'il a à prendre et il le fait très bien, je trouve. Il arrive à trouver Marvin Harrison, et je reviendrai sur le joueur, beaucoup de fois durant ce match. Il arrive à trouver également Trey McBride et dans la end zone, ce qui n'était pas le cas de Kyler Murray. Ça pose une réelle interrogation du retour de Murray dans cette équipe. Ouais, je suis assez d'accord. En plus, quand on regarde ce avec quoi Jacoby Brissett fonctionne, c'est la même chose normalement. Enfin, c'est le même matériel que ce qu'a Kyler Murray. C'est du Marvin Harrison qui a très bien fonctionné, c'est du Trey McBride qui a très bien fonctionné, qui a pris autant de touchdowns en 4 matchs avec Jacoby Brissett que je crois que c'est un peu la stat, plus. Il a pris, oui, ou plus de touchdowns avec Jacoby Brissett en 4 matchs, Trey McBride, que en 4 saisons avec Kyler Murray. Je sais pas ce qu'il lui faut, parce que j'ai l'impression que Kyler Murray, sa meilleure arme, c'est le PW5A3 dans Battlefield. Et voilà, et peut-être que les joueurs ne l'intéressent pas spécialement, et qu'il est plus intéressé par d'autres choses. Kyler, en plus, qui va être blessé. Black Ops 7 sort dans 10 jours. Et c'est une petite blague, mais en même temps, chaque année, c'est la même chose. Chaque année, en novembre, il n'est pas là à ce moment-là de la saison. C'est un QB qui n'est pas du tout fiable, exactement. Et ça commence à faire beaucoup, là, je trouve. Et quand tu vois qu'un Jacoby Brissett,
c'est Jacoby Brissett, quoi. On parle de quelqu'un qui a perdu son poste face à des rookies plusieurs années à la suite. Et après, il a perdu son poste face à Drake May plus récemment, il me semble. Oui. Mais Ouais, c'est ça. là, ça devient chaud côté Cardinals parce qu'ils gagnent et tu te dis, ok, mais le QB que je paye 46 millions par an, en fait, il faudrait mieux que je le paye pas. Donc, il y a des rumeurs qui sont en train de sortir sur le fait que les Jets pourraient être intéressés par un Kyler Murray. Si c'est le cas, franchement, foncez les Cards. Prenez le pick que vous pouvez. Je ne sais pas ce que ça peut être pour un Kyler Murray. Toujours ces joueurs comme ça où la franchise n'en veut plus réellement. Tu te demandes ce que ça peut être le vrai prix pour eux. Et c'est vrai que les Jets, ils ont testé l'expérience Justin Fields. Ils se disent un QB mobile, il nous en faut un autre parce que ça marche si bien. J'ai entendu ton ton plein d'ironie. Je vois pas de quoi tu parles. Les Jets sont en quoi? 1-8, 1-7? Ou une seule victoire en tout cas. Ouais. Voilà. Ouais. Ouais. Je te rejoins. Je vois. Non, la corrélation, moi, avec Black Ops, je sais pas trop, parce qu'il y a eu Battlefield un petit peu avant, donc effectivement, Oui, mais il est déjà blessé. Oui, c'est vrai. Mais non, le côté, effectivement, tu peux pas compter sur lui en dehors du terrain avec ces histoires-là de jeux de guerre. Ok, et en fait, sur le terrain, tu peux pas forcément compter sur lui non plus, parce qu'il peut te sortir des bons matchs, mais en fait, ça commence à remonter assez loin, finalement, des bons matchs, et il fait plus, là, de mauvais matchs, quoi, et c'est un peu embêtant, et ouais, pour les Cardinals, c'est un peu dommage. Est-ce qu'il faut tourner la page? J'ai l'impression que beaucoup le souhaitent, que ce soit au niveau des supporters d'une part, et peut-être que du côté aussi du front office d'autre part. C'est un peu malheureux pour eux. Pour moi, les derniers matchs de Kyler, ils étaient avec DeAndre Hopkins. Ouais. Quand ils vont en playoff. DeAndre Hopkins, il est plus là depuis 3 quand? ans. 2 ans? 3 ans? Ouais. Compliqué du côté des Cards. Et côté Cowboys, ils ont perdu, ils ont fait des trades derrière. On en a parlé hier dans l'épisode, PA. Exactement. Où ils ont récupéré. C'est Quinnen qu'ils ont récupéré. Oui. C'est Quinnen Williams qu'ils ont récupéré et Logan Wilson. Bon. Bah moi, le souci que j'ai avec ça, c'est que c'est pas leur principal problème. Je parlais très rapidement de Marvin Harrison, et du coup, je vais faire le parallèle. Il a fumé tout le match d'Aaron Bland. Mais alors, quand je dis fumé, c'était un porno en Mondovision, quoi. Et quand Marvin Harrison changeait de cornerback, c'était un petit peu la même. Et quand Bland changeait aussi de receveur, il se faisait cramer de la même manière, quoi. Le touchdown que met Harrison, c'est sur Bland. Que tu le mettes en zone, que tu le mettes en man, il ne fait rien sur le terrain. Je trouve meilleur en zone quand même. En ouais, man, mais en pour fait, moi, c'est pas un receveur de man du tout pour moi. C'est un receveur enfin, c'est un charognard. Ouais, mais en fait, si tu le mets en zone, il prend tellement de distance avec son receveur, et on l'a vu sur les fameux tracés hitch. Donc vraiment, quand le receveur part en ligne droite et revient faire 360 degrés, un petit peu moins. Non, 160 degrés, pardon. 180, ouais, un petit peu moins du coup. Et ça fait un système de petits crochets sur la route. Il se fait brûler à chaque fois. Et Harrison, il n'est pas... Il n'a pas cette énorme réputation d'avoir vraiment Non, c'est plus du physique que du... Ouais, exactement, d'avoir vraiment de l'explosivité qui fait que derrière tes cornerbacks, tu te prends un peu la sauce, quoi. Et c'est ça qui m'embête, c'est qu'effectivement, il finit meilleur plaqueur de son équipe, mais juste parce qu'il est en système de zone, il se fait enrhumer à chaque fois. Donc si c'est ça, et qu'en fait... pour un corner, c'est pas la meilleure stat. Hein. Non, sauf si t'es bon contre le jeu de course, mais il m'a vraiment inquiété, et en fait, cette escouade aérienne-là m'inquiétait énormément du côté des Cowboys. Peu importe si c'est contre la course ou pas, c'est mauvaise stat quoi qu'il arrive, parce que ça veut dire que c'est ton corner qui doit faire le stop. Exactement. Donc quoi qu'il arrive, si ton corner fait le plus grand nombre de tacles, c'est pas du tout une bonne chose. Donc ils m'ont un peu inquiété, et ils ont perdu des ballons à un moment où il fallait pas. Il y a eu pas mal de fumbles, pas mal aussi de quatrième tentatives qui n'ont pas converti. Un peu inquiétant. Pour une attaque qui était censée être très forte, ils mettent que 17 points. À domicile en plus. Le jeu à la course qui n'a pas fonctionné du tout pour le coup. Je pense que ça a vraiment pénalisé l'attaque des Cowboys. Je trouve ça plus inquiétant du côté des Cowboys que rassurant du côté des Cardinals sur ce match-là. Surtout qu'il y avait l'occasion de rattraper pas mal de monde. Les Eagles étaient en bye, les Commanders, ça y est, c'est fini. Donc tu pouvais être en 4-4-1. Ouais. Et au final, tu es en 3-5-1 et c'est pas ouf. Et tu viens d'enchaîner 2 défaites un petit peu sales quand même, parce qu'ils s'est pris 44 pions contre les Broncos, là ils s'en prennent 27 contre les Cards. Et tu perds contre les Cards surtout. Enfin, et les 17 points, c'est même pas offensif, parce qu'il y en a un, c'était sur un punt bloqué. Oui. Donc réellement, tu mets 10 points, ton attaque met 10 points.
Alors, je l'ai évoqué, il y a eu aussi des quatrièmes tentatives tentées proche de la end zone. Hein, donc, effectivement, bon, ça passe pas. Sur d'autres matchs, ça passera peut-être. Mais en l'état, c'est 10 points offensifs, quoi. Donc, vraiment, c'est inquiétant. Exactement. En tout cas, voilà, les Cardinals 27, les Cowboys 17, Cardinals 3-5, Cowboys 3-5-1. Et puis voilà, on va pouvoir passer maintenant à la preview. Tu vois ce livre? Ce livre prédit l'avenir. Il contient tous les résultats de tous les événements sportifs jusqu'à la fin du siècle. Et pour la preview, on va déjà commencer avec le moment consulting. Et alors que les Cowboys, Bengals, Titans et Chiefs sont en bye week cette semaine, juste on le rappelle. Mais pour la question du moment consulting, on a eu la trade deadline qui a eu lieu qui a eu lieu mardi. Et on a parlé pas mal des vainqueurs qui sont notamment les Colts, les Cowboys, et puis c'est à peu près tout. Les perdants, c'est les Jets, puisqu'ils ont décimé toute leur équipe. Mais la question qu'on se pose, c'est quelle équipe a raté le coche? Voilà, est-ce qu'il y a une équipe qui aurait pu s'améliorer par rapport notamment à ce qui était disponible sur le marché et qui ne l'a pas fait? Je te laisse commencer parce que tu as plus d'équipes. Je te laisse être assez, pas succinct, mais voilà quoi. Oui. Moi, j'ai 3 équipes. J'ai les Patriots et les Lions pour la même position, c'est-à-dire un poste de edge rusher. Les Patriots, parce qu'ils mettent beaucoup de pression via leur D-line, mais ils ont du mal à aller saquer le quarterback adverse et ça commence à être un petit peu problématique de leur côté. Pour les Lions, ils ont un Aidan Hutchinson qui revient extrêmement bien de sa blessure et c'est tout dans l'absolu, en tout cas sur les postes extérieurs, parce qu'au niveau de la D-line intérieure, c'est très très solide avec le retour d'Alim McNeil. Et on parlait des Jets, effectivement, il y avait un joueur qui potentiellement semblait dispo, c'était Jermaine Johnson, donc le edge rusher. Et c'est là-dessus, moi, je voulais appuyer. Apparemment, ils demandaient un deuxième tour. Les Jets demandaient un deuxième tour. Je pense que tu pouvais t'en sortir pour un troisième, vu comment ils étaient en grosse braderie mardi soir. Je suis pas certain de ça. Surtout un troisième des Lions ou des Patriots, c'est loin d'être la même chose. Hein. Un troisième plus un autre, tu vois. Un troisième plus un cas de 2026, à 2027 à la rigueur. Mais, alors peut-être qu'il y a eu des coups de fil et que ça n'a pas fonctionné. Hein. Ça, effectivement, on rappelle que les Lions ont pu leur troisième tour, ils l'ont balancé pour Tesla l'année dernière. De 2026, mais pas 2027. Oui. Donc tu vois, je partais sur une compensation de troisième et quatrième 2027. Ouais, troisième 2027 alors que tu veux un deuxième de cette année. Sur Madden, ça passe de vert à jaune. Hein. Ouais, mais bon, vu ce qu'ils ont fait les Jets, je pense que t'étais en facile sur le système de trade. Ah ouais, clairement. Là, permissif. Comme la défense des Cowboys. Exactement. Et la future défense des Jets. Voilà, en tout cas, pour ces deux équipes, effectivement, qui ont des prétentions d'aller en playoff et d'aller peut-être loin en playoff. En tout cas, ils sont bien partis. Et c'est vrai que c'est une position, notamment les Lions, dont on parle depuis l'année dernière déjà, et t'as l'impression qu'ils font pas trop de mouvements sur ce poste. Ils avaient essayé Darius Smith. L'année dernière, ouais, mais ça n'avait pas trop fonctionné. Il est parti ailleurs. Ouais. Et moi, l'autre équipe que j'avais, c'était également en AFC, c'était les Broncos, qui sont très très hauts en termes de bilan, qui ont eux des vraies prétentions d'aller loin en playoff, je pense. Jacoby Meyers a été tradé. Je pense que à Jacksonville, je pense que du côté des Broncos, ça aurait fait encore plus de sens de l'avoir dans l'effectif parce que c'est un joueur avec des qualités qu'ils n'ont pas forcément. C'est un joueur qui relâche très très peu de ballons, qui est très safe au niveau des mains, qui est plutôt bon sur les tracés intermédiaires. Et je pense que ça aurait pu être une vraie soupape de sécurité en plus pour Bonix. Peut-être qu'ils ont tenté également le coup, mais un petit peu dommage de ne pas l'avoir, s'ils ne l'ont pas fait en tout cas, de ne pas l'avoir tenté de leur côté. Je suis assez d'accord sur ce que tu as dit. Et les Broncos notamment, parce que j'hésitais à les mettre et j'ai mis plutôt moi les Steelers, mais pour la même raison, parce que j'espérais qu'ils allaient chercher un receveur. Alors Jacoby Meyers, oui. Mais aussi Jerry Jeudy. Alors Jerry Jeudy, ça aurait été plus compliqué parce que c'est au sein de la division, mais on a pu voir que les Browns n'ont pas de souci à trader dans la division puisqu'ils ont tradé Joe Flacco au Bengals cette saison. Tu peux te demander d'ailleurs pourquoi ils l'ont fait quand tu vois un peu ce que ça donne maintenant, mais ok, au final, c'est peut-être pour avoir un meilleur pick l'an prochain aussi. C'est ce que j'allais dire. Ils jouent à un autre jeu que le reste de la ligue, visiblement, les Browns. Mais voilà, les Steelers, j'aurais bien aimé les voir aller chercher un receveur 2. Parce que derrière Metcalf, c'est compliqué. Il y a des joueurs, mais c'est pas. C'est Jonnu Smith, c'est pas de Freiermuth réellement ta deuxième option. Ouais, t'as Austin, mais qui est plus sur vraiment la profondeur pure. Donc, ouais, pour moi, c'est un 3. Oui. C'est un 3 et il manque un 2 dans cette équipe. Et avoir un 2, ça aurait été pas mal. Et l'autre équipe, c'est les Chiefs parce que en général,
ils peuvent s'améliorer un peu tout le temps. Et quand tu entendais la compensation potentielle pour un Breece Hall, eux qui ont vraiment besoin d'un running back, parce que Pacheco Ouais. Evans, ça fonctionne, mais tu leur mets un Breece Hall, c'est terminé. Ils n'ont pas été le chercher et cet immobilisme pour une équipe qui n'est pas en playoff aujourd'hui, à l'heure actuelle, hein, ils sont pas qualifiés pour les playoffs. Je me dis que ça aurait peut-être pu dynamiser un peu cette équipe. La dernière fois qu'ils ont fait un gros move pour aller chercher un running back, c'était Clyde Edwards-Helaire, qu'ils ont pris avec leur premier tour. Quelques pics plus tard, c'est Jonathan Taylor qui a été pris au deuxième d'ailleurs. Hein. Donc imaginons si Jonathan Taylor avait été à ce Non, moment-là. n'imaginons pas. Ça aurait été. À la base, ils voulaient prendre en plus apparemment Jonathan Taylor et c'est Mahomes qui a dit moi j'aimerais bien Clyde Edwards-Helaire. Bah, qui continue de donner ses préférences. Continue de donner tes préférences, Patoche. Mais voilà, c'est les Chiefs parce que sur le poste de running back, je sentais un vrai besoin et je pense que ça aurait pu être sympa pour eux. Peut-être que niveau cap, ça les intéressait pas, mais bon, moi Breece Hall, il est toujours rookie, toujours sur son contrat rookie de mémoire. oui, mais il arrive peut-être en fin de contrat rookie. Il faut le re-signer justement, et c'est ça le souci, c'est que tu trades vraiment pour un an ou même pas, donc ça aurait peut-être pu être compliqué. Donc voilà, moi c'était Chiefs et Steelers, toi de ton côté c'est Patriots, Broncos, Lions. Exactement. Super, voilà. N'hésitez pas à nous dire, vous, en commentaire, quelle est l'équipe qui a raté le coche, selon vous. Est-ce que c'est une des équipes qu'on a précisées ou est-ce que ce serait une autre? Voilà, vous pouvez nous dire ça ici ou partout. Tous réseaux sociaux confondus, vous nous envoyez un petit message, vous mettez un commentaire sur la vidéo YouTube, ça nous aide pour le référencement et ça lance la discussion. Mais on est quand même assez raccord sur le fait que c'est souvent, et les années précédentes reviennent aussi de la même manière, c'est souvent des équipes qui ont des prétentions d'aller en play-off et d'aller loin en play-off, pour lequel tu attends peut-être un petit move pour rajouter ce supplément-là de talent qui permettrait de passer à l'étape supérieure. Exactement. Bah là, on a pris quasiment que des équipes qui sont en tête de leur division ou qui, normalement, sont au Super Bowl tous les ans. Voilà. Allez, PH, je te propose qu'on passe maintenant au gros projet. Parce que c'est notre projet! Le gros projet, c'est le match de la semaine. Et cette semaine, on a décidé de choisir le match entre les Rams qui sont en 6-2, qui vont à Santa Clara au Levi Stadium pour aller affronter les 49ers qui sont eux en 6-3. Un match pour pas la tête de la division, parce que c'est toujours les Seahawks qui l'ont en 7-2 pour le coup. C'est ça, hein, ils sont en 7-2 les Seahawks. J'ai toujours un doute sur le bilan des Seahawks. J'ai l'impression qu'ils ont eu une bye et qu'ils n'en ont pas eu à la fois. Les Seahawks qui sont en 6-2. Donc voilà, les deux. Il y a 3 équipes qui sont à 6 victoires. Ouais. Rams, Seahawks et 49ers. Donc pour le coup, match pour la tête de la division. Match revenge game, puisque les Rams ont perdu 2 matchs cette saison. Un contre les Eagles sur un field goal bloqué à la fin et un contre les 49ers dans un match où tout le monde voyait les Rams gagner. Et là, comment dire, moi je vois, il y a un Stafford qui roule sur la ligue en ce moment, qui est absolument monstrueux. On l'a vu avec des potes à Londres contre les Jaguars où il était absolument fou. Le match de la semaine dernière était également très bon. C'est un des QB les plus consistants de la ligue. Et voilà, donc on se retrouve avec Stafford contre le MVP de la ligue, PA pour toi. et gros match. Oui, gros. Il rigole parce que dans le conducteur, j'avais mis gros match. Après, je suis passé au truc d'en dessous et sans faire attention que j'avais pas mis plus que ça. Non, effectivement, je te rejoins. Revenge game et le match précédent, c'était joué à un fumble sur la goal line des 49ers en plus. Donc les Rams ont beaucoup plus de certitude que les Niners. Les Niners ont quand même offensivement retrouvent quelques pièces importantes. Il y a un McCaffrey qui, lui, roule également sur toutes les équipes qu'il rencontre. On parlait de Stafford du côté des Rams. McCaffrey, cette année, c'est extrêmement impressionnant. Sur ton rigolade, oui, Mac Jones fait un très bon intérim par rapport à Brock Purdy. Et d'ailleurs, Shanahan ne précipite pas le retour de Purdy. On a l'impression que ça lui convient plutôt bien, ce positionnement-là au poste de quarterback. Maintenant, il y a quand même vraiment énormément de blessures du côté des Niners. Hein. On parlait déjà de Warner, de Bosa. Bon, on s'est rajouté un Michael Williams, leur pick de cette année au premier tour de la draft, qui s'est blessé, qui s'est fait... C'est les Achilles, je crois. Les Achilles tendons ou ACL, hein, parce que de toute façon, du côté des Niners, c'est soit ça, soit les tendons, soit les ligaments, malheureusement. Donc, ça commence à être vraiment très très compliqué. On en parlait pendant la trade deadline, hein, ils ont fait un petit move il y a une semaine maintenant en prenant Keon White des Patriots. C'est pas ça qui va changer la phase de leur D-line, on va pas se mentir. Très compliqué, très très compliqué. Tu parlais toi de Stafford, je trouve qu'en fait il y a une justesse
offensif du côté de Los Angeles entre le jeu de course et le jeu de passe qui est extrêmement impressionnant. Il y a un McVay qui s'est également pas mal adapté à ce qui se fait maintenant dans la ligue en mettant un petit peu plus également de tight end dans les schémas de jeu. Donc c'est vraiment très très impressionnant à voir. Et la défense, elle tient quand même très très bien le coup. Le front seven, on savait qu'il était extrêmement costaud, mais les cornerbacks font également très bien le taf en fait cette année. Donc ça devient une équipe qui est hyper dangereuse pour toutes les équipes de la ligue. Et là, effectivement, les Niners diminués contre des Rams qui semblent être sur un chemin et pour arriver tout droit en tête de la division, en tout cas remporter la division. Quand bien même c'est à San Francisco, ça va être très compliqué. Ouais, bon, un des joueurs que j'aime bien, mon petit chouchou côté Rams défensif, c'est Cameron Curl, le safety. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression Les deux sont forts en curl et Ouais. Kinchens, Ouais, ça envoie. Hein. c'est fou. Et non, moi je le trouve très bon. Le mec, c'était un 7e tour. Il a fait un peu il a un peu été aux Commanders avant d'aller aux Rams. Et je trouve que depuis qu'il est aux Rams, j'ai découvert un joueur, moi, aux Rams, que j'avais pas l'impression de voir côté Washington. Peut-être parce que je regardais pas assez Washington, mais en tout cas. Et puis, enfin, je sais pas. Même en le voyant sur le terrain, tu sais, quand tu peux un peu regarder les joueurs, quand tu te regardes le All, je sais pas, c'est All 22 ou un truc comme Ouais, ça. All 22, je crois que c'est le coach's film maintenant. Ouais, c'est ça. Quand tu regardes un peu le terrain d'en haut et que tu peux regarder tout ce que tu veux et pas uniquement la vue de côté, tu vois vraiment les joueurs. Et là, je trouve qu'il y a un vrai truc. Mais ouais, les Rams, c'est quand même très très fort. Et moi, les Niners, ça m'impressionne quand même parce qu'ils sont. Il y a trop. T'en parlais, McCaffrey notamment, mais il y a énormément de blessés et tu as l'impression que tu te retrouves toujours un joueur par-ci par-là qui fonctionne. Et par contre, ce qui m'étonne, c'est un Brian Robinson qu'ils ont été récupérés, qui est pour moi sous-utilisé aujourd'hui. Oui. Alors que tu as besoin de joueurs. Pourquoi tu ne mettrais pas plus McCaffrey dans le slot pour aller récupérer des ballons à la passe avec un Brian Robinson plus en coureur? Ça doit vraiment pas être top, Brian Robinson, ce qui est étonnant parce que l'année dernière, il fonctionnait quand même pas mal du côté des Commanders. Enfin, il courait, quoi. Il n'était pas mauvais. Ouais. Il t'a mis un super touchdown contre les Giants, hein, où vraiment tu vois qu'il a un physique extrêmement dissuasif par rapport à la défense adverse. Il faudrait réussir à un peu plus l'incorporer. Et tu parlais de McCaffrey, à le mettre dans le slot. McCaffrey, sur le match dernier, c'est le meilleur receveur de l'escouade, tu vois. Donc, meilleur coureur parce qu'il a 28 portées et en plus 5 réceptions. Les gars, vous connaissez l'historique de McCaffrey aussi. Shannon, il y a vraiment des choses qui m'échappent par rapport à lui. C'est un super coach. Il a des plans de jeu qui sont magnifiques. Putain, il y a quand même des trucs. On voit les mêmes matchs, on voit les mêmes blessures. Je sais pas, essaye de faire tourner un petit peu. Là où, tu vois, je mettais l'accent sur McVay. Lui, justement, je trouve que année après année, il réussit à mettre des nouvelles choses en place, à moins appuyer, tu vois, sur le jeu au sol avec l'autre running back et à avoir un petit peu plus un comité. Blake Corum. Oui, alors du coup, le running back de Williams. C'est ça. Donc Williams qui a un petit peu moins de portée que les années précédentes. Qui a un petit peu moins de portée que les années précédentes. Mais ouais. À noter pour les Rams, tu parlais de blessures du côté des Niners. Les Rams, eux, cette année, ils sont quand même gâtés par rapport à ça, par rapport aux années précédentes. La O-line, elle est toujours la même, ce qui joue forcément pour un Stafford qui a moins de mobilité qu'il avait précédemment. Ils ont perdu Tutu Atwell qui est sur la injured reserve. Et même quand ils ont un blessé grave, entre guillemets, c'est Pukanakwa et c'est juste avant d'aller à Londres, donc il va pas à Londres. Derrière, c'est la bye week et derrière, il revient. Donc en fait, le mec, il esquive juste un déplacement chiant. Il a fait le déplacement, mais il a esquivé le match et puis après bye week. Voilà. Donc ils sont derniers. Ouais. Ils sont derniers pour l'instant et ça se voit sur le terrain. Hein. Ils ont tous leurs titulaires, donc ça avance plus facilement. Mais je te rejoins sur le côté Niners, c'est quand même très fort ce qu'ils arrivent à faire avec tous leurs blessés, année après année, à réussir à performer. Ça force le respect quand même. Exactement. Quelque chose à rajouter sur ça devrait quand même poser question pour les Niners, hein, quand même, d'avoir autant de blessures. Mais ouais, parce qu'en plus, ils jouent pas au MetLife Stadium, quoi. Oui, c'est vrai qu'il y a pas après, c'est quoi Fred Warner, il s'est pété au MetLife pour le coup, je crois. Il me semble, ouais. Non, parce qu'ils ont joué contre les Giants là, donc c'est Michael Williams. Ils ont... Ah ouais? Ouais, ils jouaient contre les Giants. Ah, c'était peut-être contre les Jets, du coup. J'ai plus en tête. Mais ouais, Bon, ça reste un match de division, les matchs du jeudi. Je dis toujours, il faut faire attention à ça. On avait vu les Giants il y a quelques semaines contre les Eagles.
On l'avait vu aussi, les Niners contre les Rams il y a quelques semaines également. Donc, bon, toujours cette indécision du match de division. Clairement. En tout cas, ce sera un match qui est intéressant. Il me semble qu'il est à 22h. Si mes souvenirs sont bons, je vais aller vérifier ça parce que maintenant je suis parti complètement ailleurs. NFL Week 10. Et c'est un match qui sera effectivement à 22h25 dans un moment où il y aura également l'autre match de la division de la NFC West qui est Cardinals contre les Seahawks qui sera aussi à 22h. Donc toute la NFC West jouera en même temps. Vibes de Week 18. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais. À ce moment-là de la saison directement. Je crois que c'est pas les seuls matchs de division cette semaine, mais il y en a pas 100 000 non plus. Hein. Il y en a 3 ou 4 autres. Voilà. Ouais, c'est un petit peu tôt dans la saison pour mettre 2 matchs avec les 4 équipes de la division. Ouais, exactement. Rien de plus à rajouter, PA? Vive Mac Jones. Très bien. Sur ce, on passe aux heures sup. J'ai dit travailler plus pour gagner plus. Bah oui. Bien sûr. Pourquoi? Parce que vous croyez qu'en travaillant moins, vous allez gagner plus? Un match, un joueur, peu importe. Qu'est-ce qu'on a envie de suivre sur la semaine 10 de NFL? Je vais commencer parce que j'aime pas parler de mon équipe, donc je vais parler de la tienne. On a le Tom Bradico. Après avoir eu le gros Jean Nico la semaine dernière, on a le Tom Bradico cette semaine. On a les Patriots contre les Buccaneers, une équipe à 7-2, une équipe à 6-2. Deux équipes qui, bizarrement, se ressemblent et bizarrement ne se ressemblent pas, je trouve. Puisque tu as un QB qui fonctionne bien, mais tu as des receveurs d'un côté, tu as Stephon Diggs de l'autre. À la course, ça fonctionne difficilement parce qu'il y a eu beaucoup de blessures côté Buccaneers, côté Patriots. C'est Ramondre Stevenson qui a l'air d'être le bon joueur en ce moment, peut-être pas la semaine dernière, mais en général. Et défensivement, de belles escouades défensives. Et tu te retrouves avec ces deux équipes qui vont aller s'affronter au Raymond James Stadium à Tampa Bay. Et ben, j'ai hâte de voir ce match. Et si tu m'avais dit ça en début de saison, que Patriot Bucks allait être le match qui allait le plus me chauffer sur cette semaine, je t'aurais pas forcément cru, surtout en regardant les autres affiches qu'on peut avoir. Bills Dolphins qui normalement aurait été le match qui m'aurait le plus chauffé, Lions Commanders ou Eagles Packers. Et non, c'est le Patriot Bucks moi qui m'intéresse le plus. Pour le coup, les Patriots, s'ils gagnent, voilà quoi. On va les monter dans notre power ranking. Statement game. Ouais, ça peut l'être, mais ça peut l'être pour les deux équipes. Pour le coup, je pense que l'équipe qui gagne sera très haute. Alors aujourd'hui, on a les Bills qui sont numéro 1 de notre power ranking et les Rams qui sont 2. Les Rams, s'ils gagnent, il y a moyen que ça monte assez haut. Les Bills, ils jouent les Dolphins. Donc en fait, peu importe ce qu'ils font, à moins qu'ils perdent. S'ils perdent, ils vont chuter. S'ils gagnent, ils peuvent chuter aussi. C'est ça qui est assez fort. Donc ouais. Non, ce match m'intéresse bien, le Tom Bradico. J'ai hâte de voir ce match. Et c'est à 19h surtout. Ouais, je te rejoins. On s'attend normalement à un beau match offensif, malgré 2 belles escouades défensives. À voir, parce qu'ils ont un petit peu mal sur le jeu de course cette année, Tampa, qui est une grosse force défensive des Patriots. Donc ils n'avaient pas Bucky Irving en plus. Ouais. Là, il va revenir. Ouais. Il est questionable, donc à voir effectivement. Il y a quelques joueurs un petit peu importants quand même du côté des Bucks qui sont questionable sur ce match-là, donc à voir. Mais effectivement, la défense contre la course des Patriots, c'est une des meilleures de la ligue, en tout cas en termes de permissive, en nombre de yards, une des meilleures. Donc peut-être que ça va forcer également Tampa à lancer un petit peu plus, et on peut avoir un beau match offensif avec 2 quarterbacks qui sont en maîtrise de leur escouade offensive. Donc ouais, ça va être sur la slate de 19h. C'est le seul match. Il est pas mal. Il est pas mal sur des équipes en plus en positif et avec un très très bon bilan en plus. Non, c'est intéressant. C'est le seul match qui voit 2 équipes en positif s'affronter dans l'affiche de 19h. Et il y avait 2 matchs normalement qui, je pense, auraient pu être très intéressants. Bills Dolphins, ça sera un sens unique, et Ravens Vikings qui est pas intéressant, malheureusement. Ouais, ça peut l'être avec un bon retour. Bon, oui, voilà, ça mais oui. Ça peut l'être. Ouais. Ça peut l'être. Et toi, de ton côté, quel est le match que tu as envie de suivre? Moi, j'avais 2 équipes qui sont aussi en positif et qui vont se rencontrer dans la nuit de lundi à mardi. Green Bay qui reçoit les Eagles. Pourquoi? Parce que Green Bay sort d'une semaine très compliquée après leur défaite contre les Panthers, défaite surprise, où offensivement, ça a quand même été extrêmement compliqué ce qu'ils ont pu proposer. Et Philly, eux, sortent d'une bye week.
si je dis pas de bêtises, et ils sont en plus en tête de la conférence. Donc c'est une confrontation importante puisque c'est important d'avoir une bye week quand on va en playoff, si Green Bay va en playoff, en tout cas s'ils remportent leur division. Et du côté des Eagles, on a vu dans leur division qu'ils sont assez relax maintenant, vu la tronche des Commanders et vu les Cowboys également. Donc voilà, ça permettrait aux Eagles de quasiment s'assurer, je dis bien quasiment avec des très très gros guillemets. Ah non, t'as pas dit quasiment, t'as dit quasiment. Et j'ai dit quasiment avec deux S. La tête de la division et on parlait de statement game, voilà, de mettre aussi une belle main sur la conférence. Et du côté de Green Bay, je pense que les joueurs et les supporters sont extrêmement déçus du dernier match et ils vont vouloir se remobiliser. Donc voilà, un beau match du lundi soir, ça fait du bien, parce qu'on a eu quelques matchs un petit peu moyens, en tout cas avec des équipes en négatif sur les dernières semaines. Celui-là, il fait un petit peu plaisir à voir quand même. Ouais, je trouve que les matchs du dimanche soir, pour le coup, de 2h du mat le dimanche, sont beaucoup plus intéressants que les matchs du lundi. Et notamment, tu vois, le match de la semaine dernière, Seahawks Commanders, normalement, c'est un... Bon, bref, moi je me suis régalé sur ce match-là. Mais ouais, c'est vrai que les matchs du lundi, c'est un peu plus compliqué. On le voit là, c'était Cardinals Cowboys. La semaine dernière, c'est l'avantage, on les a tous notés. Commanders Chiefs, qui a été un match à sens unique. Et avant, ils en mettaient 2. Ils en mettaient 2, donc. Pour un peu contrer ça, ils en ont mis 2. Après, pour le coup, sur le début de saison, il y a eu des matchs qui étaient sympathiques. Hein. Il y a eu, Bucks Texans, Lions Ravens, Jets Dolphins. Voilà. Non, ils mettent le paquet sur ces matchs-là. Et oui, effectivement, le Packers-Eagles va être un beau match. Et j'ai hâte de voir ça. Et surtout, est-ce que des recrues vont être intégrées côté Eagles? Est-ce qu'un Jalen Phillips va être intégré pour quelques snaps? Parce que je ne pense pas qu'il sera intégré. Quoique, lui, pour le coup, peut connaître les schémas de jeu déjà de Vic Fangio. En tout cas, les bases. Et Jair Alexander... de toute manière, si tu as envie de te lancer dans un match contre un QB moyen, tu te lances sur ce match-là, hein, parce que c'est Jordan Love en face. Donc autant essayer. Oh, la balle perdue. Non, mais à la fois, il le connaît, parce qu'à l'entraînement, il se connaissait. Oui. Et en plus de ça, il n'est pas bon. Et à noter en plus pour Green Bay, on parlait des blessures des Niners. Eux, ils ont perdu Tucker Kraft, leur tight end, pour toute la saison. Dur. C'était clairement le meilleur receveur de cette escouade. On va pas se mentir, la soupape de sécurité de Love. Pour moi, c'était le deuxième meilleur joueur offensif de cette équipe derrière Jacobs. Ouais. Je suis assez d'accord là-dessus. Donc, sans compter les tackles, les gardes, la ligne. Ouais. Parce que je ne pourrais pas juger au même niveau que je peux juger des joueurs des skill positions. Non, mais je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord là-dessus. Donc... Bon, on va voir si effectivement, tu parlais de Jair Alexander, est-ce qu'il va être intégré dans cette escouade-là des Eagles. Il y a des chances qu'il est arrivé il y a 2 semaines maintenant. Donc c'est une possibilité. Déjà ? Je pense, ouais, 10 jours ou 2 semaines. Donc je pense que Love devrait avoir la bonne idée de le viser lui et pas Kenyon Mitchell. Mais bon, on a vu Love et ce qu'il a fait contre les Panthers. Il a parfois fait des choix qui étaient... Il a été tradé il y a 4 jours. Ouais, tu vois. Bah ouais, mais je t'ai dit. 5 jours au moment de la diffusion de cet épisode. Je suis en 2026, je t'ai dit. Donc tu vois, j'ai des semaines d'avance. Mais en rapport est-ce qu'il est bon du coup Non, il reste toujours aussi nul. Bah oui. Je suis pas remonté en 2018, j'ai avancé d'une année. C'est différent. mais je me rappelle quand on n'a pas pris Jair Alexander, il est tombé genre 2 pics ou juste après les Dolphins et je me suis dit mais pourquoi on l'a pas pris ou pourquoi il tombe sur la draft de Igbinoghene? Non, arrête. Tu es désagréable. Non, je posais vraiment la question. Igbinoghene, putain, quel draft catastrophique. Je vais regarder quand est-ce qu'il a été drafté, l'ami Jair. Je crois que c'est la même année que Vita Vea. Donc c'est 2018. Et putain, j'ai peur. Qu'est-ce qu'on a récupéré nous cette année? Je crois que c'est Minka qu'on prend. Oui, on prend Minka Fitzpatrick en 11 et Jair Alexander tombe en 18. Ah oui, ok. Bah en fait, voilà quoi. C'est l'année Baker Mayfield. Quand tu regardes aujourd'hui la draft, elle est monstrueuse. Hein. Baker Mayfield. Sam Darnold en 2. Saquon. Ah oui, Saquon en 2. Sam Darnold, Denzel Ward, Bradley Chubb, Quentin Nelson, Josh Allen, Roquan Smith, Mike McGlinchey et le numéro 10, Josh Rosen, qui avait dit 9 erreurs devant moi. Oui. Ah ouais. Minka Fitzpatrick, Vita Vea, Daron Payne,
C'est C'est pas toutes les années comme ça, ouais. ouais. Et Lamar Jackson en 32. Oui. Cette draft, quand tu l'as regardée là, après 2-3 saisons, tu te disais mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en fait, aujourd'hui, c'est beau quoi. C'est une très très belle draft pour le coup. Au contraire de 2021, là-dessus, je pense qu'on pourrait faire une émission spéciale de la draft de 2021, c'est Trevor Lawrence, Ouais, Zach Wilson, Mac Jones, Trey Lance. Trey Lance, ouais. Et, Kyle Pitts en 4. et Fields. Et Fields, oui. Micah En Parsons 11. qui chute. Ouais, en 12. Penei Sewell qui chute. Oui, je vois très bien. Oui. Je vois très très bien. Trop bien même malheureusement. Quand on a pris Jalen Waddell, je me suis dit mais pourquoi pas Penei Sewell? Bref, on pourra reparler de tout ça peut-être plus pendant l'intersaison. On pourra se regarder les drafts et se faire une émission les drafts claqués. Il y en a quelques-unes. Oh oui, il y en a. Notamment du côté des Packers, qui était l'équipe dont on parlait juste avant. Exactement. Et bien écoute, Père, on va passer au 2-minute warning. Allez, on sort l'application Sleeper, on va aller se regarder les différents matchs et on se garde le Thursday Night Football pour la prochaine rubrique qui est le Thursday Night Football. Et on va pouvoir parler déjà des matchs. Et c'est parti déjà, premier match en Allemagne entre les Falcons et les Colts. Colts. Petit mot sur ce match-là. Quand ça a été annoncé, on se disait « Oh, les pauvres Allemands », au final, ce sera peut-être pas si mal. Et on se disait « Les Espagnols ont de la chance, ils ont Commanders Dolphins la semaine prochaine. » Purée les pauvres. Hein. Oui. Colts pour moi sur ce match-là. Saints, Panthers. Panthers. Giants, Bears. Jaguars, Texans. Je dis Texans si CJ Stroud est là. Si c'est pas CJ Stroud, je pars sur Jaguars. Pareil. Bills, Dolphins. Dolphins. Non, je rigole. Bills. Ravens, Vikings. Ravens. Browns, Jets. Oh, celui-là. Browns. Oui, t'as deux défenses, mais t'en as plus qu'une. Donc ça... Oui. Mais t'as pas d'attaque des deux côtés. C'est ça. Patriots, Bucks. Patriots. Cardinals, Seahawks. Seahawks. Rams, Niners. Allez, Rams aussi. Lions, Commanders. Lions. Steelers, Chargers. Steelers. Et Eagles, Cowboys. Packers, pardon. Eagles aussi. Oh là. Il y a beaucoup de 60-40 sur cette semaine-là. Ouais. Assez surpris sur les Eagles qui ne sont pas favoris, en tout cas sur Sleeper. Et je m'en étais noté un autre. Les Chargers qui sont favoris contre les Steelers. Ouais, ça m'a un peu étonné aussi. Ouais. Ça me surprend un petit peu. Ouais. J'ai mis Chargers, mais j'ai hésité. Ouais. C'est parce qu'il y a Trevor Penning maintenant. Ah le player changer. Exactement. Ouais, voilà, il y a beaucoup de matchs sympas, mais réveillez-vous à 19h. Tu te fais. En fait, il faut te faire un Sunday Night Football à 19h. Tu te fais un Sunday Night Football à 19h entre les Patriots et les Bucks. Après, tu te regardes le Red Zone avec Cardinals Seahawks, Rams Niners, Lions Commanders. C'est sympa. Et après, Steelers Chargers, Eagles Packers. Juste, faut éviter tout ce qui est en haut, en fait. Je sais pas c'est quoi le match diffusé par Bein sur la slate de 10h30. Peut-être le Détroit Washington. Je peux pas te dire du tout. Je n'en sais rien. C'est pas affiché sur NFL.com malheureusement. Ils disent que c'est sur Fox et CBS. Ce qui ne nous aide pas trop. Mais effectivement. En tout cas, un match qui est sûr d'être diffusé sur Bein, c'est le Thursday Night Football et on va partir sur l'overtime. Oui, mais dépêchons-nous, je n'ai que quelques heures. Thursday Night Football, les Raiders en 2-6 se déplacent à Denver pour aller affronter les Broncos qui sont eux en 7-2. Match de division. Je pense pas qu'on va s'étendre sur ce match-là. Je pense qu'on va éteindre la télé sur ce match-là. C'est une forte possibilité. Alors, pour le coup, ça, je sais pas. Parce que les Raiders, offensivement, étaient pas ouf. Mais avec Brock Bowers, moi, ça me donne envie de regarder. Ouais. Brock Bowers, c'est vraiment un des joueurs qui... En fait, t'oublies que ça existe, un joueur comme ça. C'est-à-dire, il me donne une impression de Kelsey plus mobile. Tu vois ce que je veux dire ?
Et lui, quand il va continuer d'améliorer son jeu, même si sur le dernier match contre les Jaguars, je me demande comment il va faire, ça va être, c'est des boucheries, quoi. Et on en parlait lors du rewind. Le gars, il fait un match avec 8 réceptions sur 9, 3 touchdowns, 100 et quelques yards, et on le met pas en joueur de la semaine parce que c'est Bowers qui est revenu de blessure. Ouais. Hallucinant. Sur le côté Broncos, face aux Raiders, une des meilleures défenses de la ligue face à une des pires attaques de la ligue, avec en plus une attaque des Broncos qui est bien meilleure que la défense des Raiders. Je vois peu de chance côté Raiders de faire un upset. Ouais, une attaque des Broncos qui fonctionne que dans le 4e quart-temps. Sinon, ils sont un peu endormis sur les 3 premiers. Pour l'instant, ça leur suffit. Bon, on ira sur le pronostic, mais il y a des chances que ça leur suffise également contre les Raiders. Maintenant, c'est vrai que l'absence pour l'instant de Pat Surtain ne se fait pas trop sentir du côté des Broncos. On parlait de Bowers, c'est clairement ce joueur-là qui pourrait profiter de l'absence de Surtain. Ils ont joué qui déjà la semaine dernière, les Broncos ? Les Texans. Oui, alors effectivement, tu t'es retrouvé avec Davis Mills assez rapidement. C'est ça. Donc là, tu vas retrouver Geno Smith. Je serais curieux de savoir la semaine prochaine contre qui ils jouent pour le coup, pour avoir une meilleure idée de. Je vais essayer d'aller chercher leur petit programme. Les Texans qui ont quand même bien avancé, ils jouent contre les Chiefs après les Broncos. Ah bah là, ça va être... même en fait. Et après, c'est les Commanders, après, c'est les Raiders, après, c'est les Packers, les Jaguars, les Chiefs et les Chargers. En fait, oui, je pense que c'est. Certain, il est pété pour la saison. Non, c'était 4 semaines. Ah oui, tranquille. Quand il va, je pense pas que je pense que les Broncos sont un des calendriers les plus abordables de la fin de saison. Possible. En tout cas, par rapport à leur force. Je ne vais pas forcément parler en général parce que 2 fois les Chiefs, 1 fois les Packers, 1 fois les Chargers, on a connu plus simple. Mais c'est des équipes qui, offensivement, sont inférieures à la défense des Broncos, selon moi. Il n'y a pas beaucoup d'équipes, de toute façon, qui seraient supérieures offensivement à cette défense-là des Broncos. Non, mais je te prends un exemple bête. Oui, non, bien sûr. Tu prends les Colts, tu prends les Patriots, tu prends les Bills, tu prends en NFC, tu prends les Eagles, même si c'est compliqué en ce moment. Tu prends les Bucks, tu prends les Seahawks, tu prends les Rams. D'un coup, tu vois, tu as des équipes qui font au moins jeu égal, on va dire, ou sont à 95% de ce que la défense des Broncos est. Le Seahawks Broncos, il fait saliver, celui-là. Ça aurait pu être bien. Un bon petit Super Bowl, ça. Ça pourrait être cool, effectivement. Moi, je signe. Ouais, moi aussi. Mais là-dessus, effectivement, je pense que Bowers peut vraiment profiter de cette absence-là de Surtain. J'ai vu que Riley Moss était aussi questionable pour le moment. On attend de voir venir aussi là-dessus. Donc, voilà, sur ces postes-là de corner, tu as l'impression qu'il y a quelques blessures qui commencent à arriver. S'il y a bien un joueur qui peut en profiter, c'est plus Jacoby Meyers parce qu'il n'est plus là. Ça ne sera pas Tyler Lockett parce que il est cramé. Donc, ça sera que Brock Bowers. Ouais, Lockett, il a été intéressant sur le dernier match, mais pas en receveur. Il a été intéressant en bloqueur, en decoy, et il a été sympa. Mais pas nécessairement en receveur. Non, pour le coup, c'est pas une insulte que je lui fais. Non, mais c'est super d'avoir un 6e O-line, quoi. Voilà, exactement. Quand ton 6e O-line, c'est censé être ton tight end, et au final, c'est ton meilleur receveur, tu prends l'O-line où tu peux. C'est vrai. Mais toujours la même chose. J'aurais toujours ce même discours, mais match de division et en plus un jeudi. Donc tu sais que c'est une semaine courte. Il faut toujours faire un petit peu attention à ça. Maintenant, il y a quand même beaucoup trop de certitudes du côté des Broncos pour se dire il y a un réel danger quand même, vu ce qu'ont montré les Raiders. Alors, ils ont fait un beau 4e quart-temps contre les Jaguars, mais sinon, c'était quand même extrêmement compliqué. Bon, sur ce match-là, je ne vais pas trop trahir mon pronostic, mais je partirai sur les Broncos. Je ne vais pas trop trahir mon pronostic, mais je vais le dire. Et moi aussi, du coup. Broncos, évidemment. Voilà. Pour ce... Et bon courage à Ashton Genty. Hein. Ouais. S'il dépasse les 50 yards sur ce match-là, c'est qu'il aura fait un grand match. Oui. Et si Brock Bowers fait moins de 130 yards, on se dira... Ouais, un peu gaze. Ouais, moyen ce Brock. Hein. On a connu... Bust. Bien, merci. Avec grand plaisir. On rappelle, live ce soir avec la Game Zone, live demain avec les trophées de mi-saison. Donc n'hésitez pas. Et épisode qui est sorti également hier sur le récap de la trade deadline où on a fait avec PA ensemble. Donc n'hésitez pas à aller suivre ça et suivez-nous partout sur les réseaux sociaux. Venez discuter avec nous sur le Discord. Mettez un petit commentaire sur YouTube si vous êtes arrivé jusque-là avec le score, on va dire, entre les Raiders et les Broncos que vous imaginez. N'hésitez pas à être un petit peu fou sur le score si vous en avez envie. Et on se retrouve du coup pour les lives de jeudi soir et de vendredi soir. Et mardi
pour le rewind de cette semaine 10. Et puis voilà, plus qu'à vous souhaiter une bonne journée à tous et vive le football.